J'ai le plaisir de présenter Madame Geneviève Turcotte en me fiant sur la biographie là, qui est affichée sur le site. Donc, Madame Turcotte fait actuellement une maîtrise à l'UQAR sur les facteurs personnels et contextuels de persévérance des étudiants suppléants en contexte de pénurie. Et elle compte utiliser ses connaissances acquises durant ses années en enseignement, donc 24 années en enseignement, sa maîtrise en recherche, son micro-programme de pratique de l'attention et celui de la psychopédagogie du bien-être à l'UQTR pour accompagner et former la relève en éducation comme superviseur de stage et pour apporter un souffle d'espoir et d'optimisme dans son milieu. Alors, c'est une belle présentation. Je vais vous laisser la parole. Donc, vous aurez c'est bien 20 minutes, n'est-ce pas, pour faire votre présentation. Et ensuite, nous pourrons prendre les questions des personnes qui sont présentes pour vous écouter. Alors, je vous laisse la parole. Alors, bonjour, ça me fait plaisir de présenter les débuts de ma recherche avec vous. Donc, je vais partager l'écran. Oups. Donc, je suis ici pour vous parler des facteurs personnels et contextuels de persévérance des étudiants qui font de la suppléance en éducation préscolaire et en enseignement primaire en contexte de pénurie. Je suis étudiante à l'UQAR avec Nathalie Gagnon, qui est ma directrice de maîtrise. Pour le plan de la présentation, je vais vous parler de la problématique, donc la pénurie, les défis rencontrés dans le contexte de la formation initiale en enseignement et la suppléance en début de formation. Pour mon cadre conceptuel, je m'intéresse à la psychologie positive, au bien-être et au grit d'Angela Duckworth. Et en méthodologie, je vous présenterai les sources de données, les outils de collecte, l'analyse et les limites de ma recherche. Donc, actuellement, il y a de nombreux pays qui sont confrontés à une pénurie d'enseignants légalement qualifiés et le Québec ne fait pas exception. Fait que j'ai décidé de retourner aux études pour m'intéresser au bien-être et à la psychologie positive dans le but de prendre soin de notre élève en enseignement qui se sent interpellé par la profession. On sait qu'il y a une pénurie d'enseignants qui est annoncée depuis environ une vingtaine d'années. Là, on peut le voir avec les recherches de Geneviève Sirois, entre autres. À partir du début des années 2000, et ce pendant plus d'une dizaine d'années, la profession enseignante au Québec était marquée par une précarité croissante puis une difficulté pour les nouveaux diplômés en enseignement d'obtenir un emploi régulier. Mais cette tendance s'est renversée depuis 5 ans et de manière encore plus marquée avec la pandémie. Donc, il y a des facteurs qui contribuent à faire perdurer cette pénurie. Il y a les départs à la retraite, évidemment. On peut penser à la pyramide inversée. Il y a aussi la hausse des effectifs scolaires, par exemple avec les maternelles 4 ans. Il y a le décrochage précoce des enseignants. L'étude de Carcenti et autres là, disait que la charge de travail était vraiment importante, puis qu'il y avait plusieurs facteurs qui encourageaient, pas qui encourageaient, mais qui faisaient décrocher nos étudiants et nos enseignants. Et il y a un manque d'attrait pour les programmes de formation initiale en enseignement. Comme le prestige social de la profession est en déclin, on remarque une diminution des inscriptions au programme de formation initiale et de ce nombre réduit d'étudiants va être confronté à plusieurs défis durant la formation. Après avoir fait la recension des écrits, j'ai ressorti 4 moments importants durant la formation initiale qui sont susceptibles de demander une plus grande persévérance. D'abord, il y a la formation initiale, les stages, la suppléance et l'insertion professionnelle qui se fait durant la formation. Donc, durant la formation, bien qu'il y ait plusieurs améliorations qui ont été faites, là, comme le bac qui est passé de 3 ans à 4 ans, l'augmentation du nombre d'heures de stage des étudiants en enseignement, euh, les étudiants sont plus ou moins satisfaits de la formation et voient des lacunes. Par exemple, ils ne se sentent pas assez bien préparés pour la gestion de classe, les élèves en difficulté, les relations avec les parents, l'évaluation des apprentissages. De plus, les résultats de Pelletier montrent que
la formation initiale ne met pas suffisamment l'accent sur les besoins psychologiques des étudiantes pour les aider à faire face à la complexité dans la profession. Et les débuts dans l'enseignement, ils peuvent être caractérisés par beaucoup de stress, d'assumer toutes les responsabilités liées à la tâche et entraîner de la détresse psychologique et même du décrochage professionnel. Dans une recherche publiée dans la revue Apprendre à enseigner aujourd'hui, Lacal et ses collaborateurs ont obtenu les résultats sur l'intention des étudiants inscrits au programme de formation en enseignement d'abandonner leurs études. Puis cette recherche a été réalisée en 2022 et 48 des étudiants avaient l'intention d'abandonner leurs études. Pour contrer la pénurie dans les écoles, le gouvernement du Québec veut attirer davantage les étudiants en enseignement sur les bancs des universités, mais encore faut-il qu'ils terminent leurs études. Dans certaines facultés, il y a près de 40 des futurs enseignants qui obtiendront jamais leur diplôme en enseignement, selon un article publié par Dion Vient dans le Journal de Québec. Pour les stages, ça aussi, la formation pratique est considérée par les étudiants en enseignement comme le volet le plus enrichissant de la formation. Le stress, il est quand même présent. Ils vivent certaines difficultés durant le stage. La prise en charge complète d'un groupe, ça peut être difficile. Il peut y avoir des conflits de valeurs avec le maître associé aussi, s'ils n'ont pas les mêmes pratiques, les mêmes valeurs, et les évaluations constantes, parce qu'ils sont en constante évaluation durant tout le stage. Il y a des recherches sur l'abandon et la persévérance des étudiants en formation initiale qui montrent qu'ils ont tendance à abandonner en fin de parcours, principalement en troisième et quatrième année de baccalauréat à la suite du stage de prise en charge complète du groupe classe. Ils peuvent avoir aussi une situation financière qui est difficile puisque les stages en enseignement, contrairement à d'autres formations, sont pas rémunérés. D'ailleurs, les étudiants ont voté pour une grève là, à l'UQAR dernièrement. Donc, ça peut être parfois difficile d'être en stage à temps plein et de travailler les soirs et les fins de semaine. Dans le contexte de pénurie, les futures enseignantes constituent une ressource non négligeable pour soutenir le système. En septembre 2022, Sirois et ses collaborateurs écrivaient que selon le règlement sur les autorisations d'enseigner du ministère de l'Éducation du Québec, on remet une autorisation provisoire d'enseigner qui est délivrée aux étudiants qui ont terminé leur deuxième année de baccalauréat en enseignement. Mais les résultats que vous voyez à l'écran c'est une recherche de Dufour et Portelance qui va être publiée prochainement. Puis comme vous pouvez le constater, en 2022-23, il y avait quand même 18 des étudiantes qui faisaient de la suppléance dès l'année 1. Voyons. Donc, ils vont faire de la suppléance dès le premier cycle et même durant leur première année de leur insertion professionnelle. Ils trouvent ça formateur pour la plupart. Le problème, c'est que la gestion de classe en suppléance ne fait pas partie de la formation initiale. Il y a un cours de gestion de classe, mais on n'aborde pas particulièrement la suppléance. Et les programmes de mentorat s'adressent particulièrement aux enseignants qui ont un contrat ou un poste. Donc, ces jeunes étudiantes arrivent dans nos milieux dans des conditions de travail parfois difficiles, avec peu de formation, parfois un manque de soutien pour répondre à leurs besoins. Ça les encourage peu à persévérer. Puis en contexte de pénurie, il est important de prendre soin de toute la relève enseignante. Si les recherches sur les enseignants débutants ayant une formation de 4 ans montrent que les novices vivent difficilement la transition entre la formation initiale et l'entrée dans la profession, ça paraît crucial de se soucier des étudiants qui entrent dans la profession avant même d'avoir suivi une formation qualifiante complète, puis ainsi éviter qu'elles quittent avant d'avoir terminé leur formation initiale. Donc, l'insertion professionnelle durant la formation, malgré plusieurs efforts de la part des universités et des centres de services scolaires, l'insertion demeure difficile et il semble que les besoins des novices ne soient pas toujours satisfaits là, selon les attentes. Euh, oups. Durant l'automne 2023, il y a quand même un programme national d'insertion professionnelle obligatoire qui est plus accessible et universel, qui a été mis en place dans les centres de services scolaires. Il demeure toutefois optionnel pour les étudiants en formation initiale ou pour les enseignants suppléants. Comme la suppléance en début de formation, c'est un phénomène qui est relié plus au contexte de pénurie, parce qu'avant, on ne faisait pas nécessairement de la suppléance en début de formation. Mais l'insertion professionnelle des étudiants est peu documentée pour l'instant.
De plus, à ma connaissance, les études qui ont abordé les facteurs de persévérance et de bien-être s'intéressent aux stagiaires en difficulté, aux enseignantes novices ou à la mi-carrière, mais très peu là, aux étudiantes suppléantes dont l'insertion professionnelle chevauche la formation initiale due au contexte de pénurie. Donc, malgré les défis, dans ces défis, au Québec, il y a des centaines de finissantes qui réussissent ce parcours à obstacles et qui arrivent dans nos écoles avec énergie et passion. Et en dépit du taux important d'abandon scolaire et de décrochage professionnel, donc on parle de entre 20 et 50 dans les 5 premières années, il y a tout de même une majorité qui demeure et qui persiste dans, dans leurs études et qui arrivent dans la profession. Et il apparaît donc essentiel de déterminer les facteurs qui favorisent la persévérance et le bien-être, qui permettent à ces étudiantes suppléantes d'être persévérantes et de poursuivre leur formation initiale. Donc, si les recherches nous montrent que les novices vivent ça difficilement, c'est encore plus important de voir comment des étudiantes en début de formation, euh, sans formation qualifiante, là, réussissent à passer au travail. Donc, l'objectif de ma recherche, c'est d'identifier les facteurs personnels et contextuels de persévérance et de bien-être chez les étudiantes finissantes ayant fait de la suppléance dès le début de leur formation initiale due au contexte de pénurie. Je m'intéresse à savoir comment et par quels moyens ils ont fait pour persévérer en sachant que l'objectif de devenir enseignante se situait au bout de 4 à 5 ans d'efforts. J'ai deux questions de recherche. Quels sont les facteurs personnels qui favorisent le bien-être et la persévérance de ces étudiantes pendant la suppléance et quels sont les facteurs contextuels qui ont permis de nourrir leur persévérance et de contribuer à leur bien-être durant leur insertion professionnelle précoce? La pertinence scientifique et sociale, en fait, si on arrive à identifier ce qui a contribué à leur persévérance et à leur bien-être en sachant que l'objectif est, est un objectif quand même à long terme. Est-ce que ça pourrait nous permettre d'encourager et de développer cette persévérance-là chez les étudiantes durant leur formation initiale, puisque la persévérance, ce concept-là s'enseigne. Ça permettrait de réinvestir dans les milieux éducatifs pour maintenir les nouvelles recrues dans la profession en considérant les facteurs favorisant le bien-être en éducation, d'améliorer la formation initiale en enseignement afin de préparer davantage les étudiantes devant la réalité qu'elles s'apprêtent à vivre lors de la suppléance. Donc, peut-être dès le début de la formation initiale, parler plus de la gestion de classe en suppléance et aider un plus grand nombre à persévérer dans leurs études, mais surtout dans leur carrière afin d'atténuer la pénurie d'enseignants. Pour le cadre conceptuel, je me suis intéressée à la psychologie positive et plus particulièrement à deux concepts, soit le concept du bien-être de Seligman et le GRIP de Duckworth. La psychologie positive, c'est un champ de recherche qui étudie le plein potentiel des individus. C'est l'étude des processus, des conditions qui mènent au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Euh, Le biais négatif, c'est le cerveau humain qui présente une attraction accrue pour les informations à connotation négative et la façon dont les médias traitent l'information s'attend à exploiter cette attraction naturelle qui peut aussi donner l'impression que tout va mal en éducation. La psychologie positive, ça tente de contrer ce biais de négativité. Son but, c'est pas de nier les difficultés. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés en éducation, mais c'est de développer ce qu'on sait sur la résilience humaine, sur les forces des humains, puis de les intégrer ou de compléter la base des connaissances existantes. Le choix de faire cette recherche en s'appuyant sur le courant de la psychologie positive, c'est aussi pour diminuer mon sentiment d'impuissance qui est insufflé par l'accumulation de nouvelles négatives en éducation. Parce que suite à la pandémie, je m'apercevais que j'avais une attitude plus résignée et passive. Je m'apercevais que ça semblait affecter une bonne partie de mon équipe dans mon école. L'impuissance acquise, ça vient d'un découragement qui peut être suscité par la répétition de situations désagréables, que même si on fait des efforts, on ne permet pas de s'extirper de cette situation-là et on finit par plus rien tenter. Et ça me ressemblait vraiment pas. Alors, c'est dans cette optique-là là, de sortir de cette passivité-là que j'ai fait le choix de m'inscrire à la maîtrise pour explorer l'expérience des étudiantes afin de faire sortir les composantes positives qui les aident à persévérer puis essayer d'en mettre plus encore dans le système. Donc, j'avais besoin de m'intéresser à celles qui allaient bien euh, dans notre système pour faire un peu changer les choses. Donc, qu'est-ce qui pouvait contribuer au bien-être? Le bien-être dans l'enseignement, c'est un phénomène à l'étude en émergence.
Dans les sciences de l'éducation, on peut penser aux recherches de Goyette et Martineau et de Théoret et Leroux. Récemment, l'importance du bien-être en éducation a également fait l'objet d'un rapport du Conseil supérieur en éducation ainsi que sur le bien-être du personnel enseignant. C'est une approche qui vise à favoriser la croissance globale à travers un accompagnement bienveillant, encourageant l'adoption de stratégies visant à cultiver une bonne santé mentale. Alors, dans le cadre de cette recherche, il y a une attention qui va être accordée aux aspects positifs de l'individu et de son environnement, ainsi, plutôt que m'intéresser prioritairement aux manques dans le système de l'éducation, je voulais m'intéresser aux facteurs personnels et contextuels qui amenaient du positif. Donc, on peut penser aux émotions positives. Donc, Seligman a créé PERMA, qui définit le bien-être en 5 éléments. Les émotions positives, c'est ce qui se traduit par la volonté que possède l'étudiante à rechercher, à ressentir et à être consciente de ces émotions qui lui procurent du bien-être. Il y a aussi l'engagement qu'on peut appeler le flow, c'est quand on est dans une expérience optimale, qu'on ne voit pas le temps passer tellement on aime ce qu'on est en train de faire. Il y a les relations positives aussi. Les relations positives, c'est quand on entretient des bonnes relations avec les individus, soit nos collègues, soit avec les élèves, donc ça nous apporte un certain bien-être. Il y a le sens aussi que Nancy Goyette considère le point tournant là, en enseignement, qui permet à l'individu de définir ses valeurs, de les cultiver, de vivre en cohérence avec ses valeurs et aussi de contribuer. Et l'accomplissement qui se traduit par le fait que l'individu va consacrer une partie de sa vie à sa réussite dans un domaine distinct. Donc, le PERMA, c'est un peu ce qui amène du bien-être dans la vie d'un individu et je m'y intéresse là, par rapport aux suppléantes, aux étudiantes suppléantes. Maintenant, pour le concept du grit, en discutant avec Nancy Goyette, qui est professeure et chercheure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis qui a créé le nouveau champ de recherche en sciences d'éducation pour le bien-être en contexte éducatif, c'est elle qui m'a parlé du concept du grit d'Angela Duckworth. Le terme du grit a été traduit par la niaque, la pugnacité et la ténacité. C'est défini comme étant la persévérance et la passion. Quand sont placées ensemble, une personne qui est persévérante et passionnée va pouvoir atteindre des objectifs à long terme. Sorry. La persévérance, ça peut être défini comme étant la capacité de poursuivre un but malgré des difficultés rencontrées au cours de réalisation. Et la persévérance professionnelle est définie par Mika Murera comme le fait de maintenir son choix de carrière et de persister ou de poursuivre de manière stable et à long terme dans la profession choisie. La persévérance professionnelle dépend de plusieurs facteurs qui sont liés à la formation initiale, aux conditions de travail, à l'existence d'un programme d'insertion, ainsi qu'à l'individu lui-même. Et la passion est définie par une force motivationnelle qui conduit les enseignants à aimer et valoriser leur travail dans lequel ils s'investissent entièrement et pour lequel ils développent une partie de leur identité. Puis il y a des recherches qui montrent que la passion de l'enseignement est un élément indispensable à l'exercice du métier. Et selon Valran, il existe 2 types de passion. Et c'est ça qui est intéressant. Tel que l'indique Goyette, il y a 2 types de passion, harmonieuse et obsessive. Harmonieuse, c'est le fait de faire les choses par choix et par plaisir. Mais il y a une passion qui est obsessive, qui se fait souvent au détriment de son bien-être psychologique, émotionnel et physique. Puis comme l'indique Goyette, lors de la transition entre la formation initiale et le début de l'insertion professionnelle, la majorité des enseignants ont décrit une passion obsessive vis-à-vis de leur nouvelle profession. Ils ont concentré toute leur énergie sur leur travail en négligeant les autres aspects de leur vie parce qu'ils veulent maîtriser la pratique, ils aspirent à s'établir dans une école, ils veulent obtenir un poste. Les stagiaires aussi peuvent avoir une passion obsessive, donc donc l'équilibre est très mince là, entre les deux. En continuant mes recherches sur le grit, j'ai trouvé des facteurs internes qui peuvent amener là, cette persévérance et cette passion-là, donc contribuer. Donc, il y a l'espoir, cultiver l'optimisme, donc donner de la valeur et un sens aux efforts qu'on est en train de mettre pendant notre formation. Il y a la mentalité de croissance, ça, c'est chercher une rétroaction puis l'utiliser pour s'améliorer sans cesse. Et la résilience, qui est favoriser la persévérance malgré les difficultés rencontrées. Je trouvais que c'était des concepts qui étaient intéressants.
Il y a aussi des facteurs externes au grid, dans le grid, comme un écosystème qui est exigeant mais soutenant et des relations positives. Encore là, ça peut être les parents, les enseignants, les collègues qui peuvent être des modèles inspirants pour soutenir la persévérance. Donc, pour atteindre cet objectif, je voudrais identifier les facteurs personnels et contextuels de persévérance et de bien-être chez les étudiantes finissantes en éducation préscolaire et en enseignement primaire qui ont fait de la suppléance dès le début de leur formation initiale en contexte de pénurie. Pour la méthodologie, je vais faire une recherche qualitative par une approche inductive selon le paradigme interprétatif. Je m'intéresse aux étudiantes qui ont terminé 90 crédits au baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, qui ont fait de la suppléance occasionnelle sur une base hebdomadaire, qui s'autoproclament passionnées et persévérantes à l'aube de leur carrière. Pourquoi passionné? Parce que, toujours selon les recherches de Lacal et ses collaborateurs, un des motifs de l'intention d'abandonner ses études en enseignement, on retrouve le choix de faute de mieux, pas d'autre. C'était un choix incertain, je n'étais pas sûre de m'en aller en enseignement. Et celles qui m'intéressent, moi, sont celles qui ont l'intention de poursuivre, donc possiblement celles qui sont passionnées. Et je vais inviter entre 3 à 5 participantes qui vont être sélectionnées pour un entretien semi-dirigé. Les participantes vont remplir un questionnaire et je vais faire un choix raisonné sur la base de caractéristiques recherchées. Donc, des étudiantes préscolaires primaires sont à la fin de leur formation, qui sont passionnées, persévérantes et qui ont fait de la suppléance. Et ils vont répondre à un questionnaire de présélection et selon leur perception de leur persévérance et de leur passion, je vais les inviter ensuite à un entretien individuel semi-dirigé pour 60 minutes. Mon guide d'entretien est basé sur la philosophie de l'enquête appréciative, donc sur le modèle de gestion de changement qui se base sur ce qui va bien. Le postulat de base de l'enquête appréciative, c'est que tout système possède en lui quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est faire ressortir les émotions positives, le plaisir, la satisfaction, et c'est l'art de poser des questions délibérément positives. Mes entretiens semi-dirigés, j'ai 3 questions, trois étapes. La première, ça va être quelles sont tes qualités personnelles qui ont facilité ton expérience de suppléance et qui ont contribué à soutenir ta persévérance et à te faire ressentir du bien-être. Quels sont les contextes contextuels qui t'ont permis de nourrir ta persévérance et de contribuer à ton bien-être? Et comment te vois-tu comme enseignante dans le futur? Donc, ça va être quoi les premières actions que tu vas faire comme enseignante pour te permettre à toi et à tes collègues de persévérer et de rester passionné dans les prochaines années? Donc, pour l'analyse des données, ça va être une logique semi-inductive. Je vais faire des enregistrements vidéo qui vont être transcrits intégralement. Importé sur NVivo, ça va être une thématisation continue pour une construction d'un arbre thématique. Et les limites de ma recherche sont humaines et temporelles parce que j'ai fait le recrutement, je l'ai mis sur Facebook des enseignants, je l'ai partagé pour des enseignantes qui enseignent au troisième, quatrième année et il y a seulement 11 personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Donc, je vais devoir continuer mon recrutement et ça va être un échantillonnage restreint et il faut se rappeler aussi que je suis en train de faire une maîtrise et non un doctorat. Donc, parfois, j'ai des idées de grandeur. Il faut que je reste plus simple. Il faut que je garde ça plus simple. Et mes prochaines étapes, c'est contacter les participants pour fixer les rendez-vous pour les entretiens, faire les entretiens, transcrire le verbatim et analyser les données. Et en terminant, ce qui enchante un enfant, c'est le bonheur dans lequel il baigne. Si vous voulez son bien-être, travaillez à vous rendre heureux. Alors, cette recherche va me permettre d'explorer comment ces étudiantes finissantes ont vécu leur formation initiale, faire émerger les facteurs personnels et contextuels permettant d'être suffisamment persévérants pour terminer leur formation initiale et s'engager dans la profession avec passion et bien-être. Alors, j'ai aussi des références. Voilà. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.
Bravo! Merci, merci. En fait, j'aimerais dire félicitations pour la présentation qui était très claire et très captivante aussi. On vous a vraiment suivi du début à la fin avec beaucoup d'intérêt. Donc, bravo. Merci beaucoup. J'ai certainement des questions pour vous, mais j'aimerais voir d'abord s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à vous poser, à qui je pourrais laisser la parole, ou sinon je peux très bien briser la glace en posant une première question et peut-être que Oui. d'autres voudront en poser par la suite. Donc, en fait, j'ai des questions peut-être par rapport à différentes parties de la présentation. Donc, Mhm. ma première serait liée au lien qui existe entre les objectifs de la recherche qui s'intéressent aux facteurs personnels et aux facteurs contextuels et le cadre théorique. Et là, je me demandais si vous étiez capable de nous expliquer un petit peu plus les liens que vous voyez entre votre cadre théorique où on avait des facteurs plus euh, internes peut-être et externes, ou à moins que j'ai vu trop rapidement, là, et, versus des facteurs personnels et contextuels. Donc, je ne sais pas si peut-être c'est moi qui Oui, est allée trop vite, dans là, mais j'étais l'écriture de curieuse mon d'en mémoire, savoir plus par rapport à cet arrimage-là. c'est que la nomination des facteurs personnels ou facteurs internes ou qualité personnelle, donc dépendamment des recherches que je suis en train de faire, la façon de nommer les facteurs internes ou les facteurs personnels ou les facteurs c'est différemment utilisé. Là. Ils n'utilisent pas tout le temps le même mot. Même chose que facteur externe, facteur contextuel. Donc, là, dans une partie de mon mémoire, là, je fais la distinction des différentes appellations selon les chercheurs. Puis moi, ben, je vais utiliser les facteurs internes, je vais utiliser les facteurs personnels et contextuels, alors que Duckworth utilise les facteurs internes et externes. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, ben en fait, c'était bien pour comprendre cet arrimage qui n'est pas Oui, toujours c'est facile à ça. partager. C'est bon. Parfait, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Avant de poser d'autres questions, je vais laisser la place à une personne de la salle, donc Madame Vecina. Salut Geneviève, bravo. Bonjour. Moi, je me suis posé une question quand tu as présenté ton cadre théorique. C'est la première fois que je vois la motivation personnelle d'un étudiant dans le cadre théorique. Puis je me demandais pourquoi tu avais mis ça là. Ma motivation personnelle? Oui, tu disais que à cause de que ce que tu vivais avec la COVID, tout ça, la pénurie, tu avais décidé de faire une maîtrise, puis tu nous as présenté ça dans le cadre théorique. Fait que Ah, ça m'a ben, questionné. oui, j'ai un peu de difficulté à rester dans le cadre, je dois l'avouer. Ça, c'est la première raison. Je m'y efforce beaucoup. Mais en fait, c'est que dans la psychologie positive, il y a le biais de négativité. C'est un concept de la psychologie positive et ainsi que l'impuissance acquise. Donc, c'est le chemin un peu que j'ai pris dans ma tête et que c'est la raison pour laquelle je veux amener les étudiantes à nommer qu'est-ce qui leur permet de justement ne pas tomber dans le biais de négativité et l'impuissance acquise. Mais est-ce que je comprends que vous l'auriez placé plus dans la problématique ou c'est... Écoute, en fait, quand j'ai lu ça, je pensais que tu t'en allais vers une métaux qui parlait de toi avec une drôle de question. En tout cas, j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi c'était là, parce que OK. euh, bon, peut-être que l'expliquer par rapport à ton cadre théorique, justement, dire que ça pourrait amener ce que tu nommes sans dire que tu l'as vécu toi-même. Mais Je je le pense mets pas dans tout haut, mon... là. comment je pourrais dire? Je le mets pas nécessairement dans mon mémoire, là, c'était juste pour la présentation. OK. Je parle pas de moi dans mon mémoire, c'était juste pour la OK, présentation, OK. pour vous dire comment j'ai Ah, OK, OK. amené, ouais, pourquoi, ou d'où j'arrive là, avec ma psychologie positive et tout, mais dans mon mémoire, c'est pas mentionné que moi, j'ai décidé de OK. faire ça pour ça. Ben, tu le Je mettras mettais en un petit peu de préface, là, en personnel comme pour introduction. rendre ça plus captivant. OK. Merci. Merci. Je vais laisser ma collègue, Madame Rabi. Oui, je vais baisser ma main tout de suite pendant que j'y pense. Euh, Merci pour cette présentation pleine de passion. Je pense que tu incarnes très bien ton sujet d'étude. Juste pour peut-être
te donner une piste par rapport à la question de Mylène, que je salue d'ailleurs, et Catherine aussi. Elle va être plus là. Ben oui, elle est encore là, elle a levé sa main. Alors, je pense que ce genre de considération-là est vraiment intéressant et souvent, moi, j'encourage les étudiants à le placer en avant-propos du mémoire, comme pour situer d'avance le lecteur en disant, ben, j'ai un certain biais par rapport à mon sujet ou j'ai un certain positionnement d'emblée. Fait qu'en le positionnant en avant-propos, c'est toujours pertinent et intéressant, je trouve. Alors, quand tu te demandes, ben, je l'ai mis dans le cadre théorique, mais je ne sais pas où exactement, je trouve que c'est une belle place pour le placer dans et je trouve que ça l'éclaire le lecteur. En Moi, j'ai note. trouvé le sujet extrêmement intéressant parce que j'ai enseigné à la formation initiale pendant plusieurs années. Maintenant, je suis plus au doctorat, mais ça m'a beaucoup questionné de voir souvent des étudiants, étudiantes absentes dans les cours parce qu'ils étaient en suppléante, en suppléance, des choses comme ça. Fait que je trouve que ton sujet a vraiment beaucoup de pertinence et d'intérêt. J'ai comme deux questions là, qui me soulèvent. Je me suis demandé, ben, peut-être c'est juste des exemples de questions que tu vas poser dans ton schéma d'entrevue, mais moi, comme tu parles de facteurs contextuels, je me suis demandé pourquoi tu ne posais pas de questions au finissant du genre dans quel contexte est-ce que tu as eu à persévérer ou dans quel contexte est-ce que tu as vraiment ressenti un bien-être durant ta formation ou durant des expériences de suppléante pour aller chercher justement ces facteurs peut-être contextuels, alors de les questionner sur des événements, parce que je pense à certains écrits, peut-être un peu trop anciens, mais de Van der Maren qui dit, mais il y a plusieurs auteurs aussi qui en parlent, que avec le temps, on oublie on garde juste les événements importants. Puis comme tu questionnes des éléments des étudiants des finissants de quatrième année, ben, je me demande jusqu'à quel point, comment tu vas faire pour les ramener dans ces facteurs personnels et contextuels qui auront peut-être oublié avec le temps, tu sais, dans la durée de Ils leur auraient formation. oublié les débuts de leur suppléance de la première et deuxième année. Oui, parce que quand tu as présenté ta problématique, il me semble Oui, que ça, tu c'était parles juste des souvent exemples. ouais, Ouais, des des étudiants exemples de qui questions, mais oui. débutent, là, tu sais. Et là, tout d'un coup, on arrive à la fin, puis on est avec les quatrièmes années. Moi, ça m'a un peu surpris. Mais en Ah, tout cas, tout ça, OK. ça me questionne un peu, tu sais, si comment tu Est-ce vas que, faire pour les, les faire se remémorer peut-être des informations importantes pour ton mémoire. Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, là. Ça, c'était une de mes questions. Puis la deuxième, ben, par curiosité, là, le GRIT, est-ce que c'est un acronyme pour quelque chose d'autre? Parce que j'ai cherché GRIT dans Antidote pendant que tu nous parlais, puis c'est pas là. Fait que là, je me suis dit, OK, est-ce que c'est un non, c'est ça, ça a été néologisme? traduit par la niaque, la pugnacité. Donc, c'est des mots qui sont un peu. J'ai décidé de garder grit, qui est un terme anglais. C'est comme Ah, anglais, s'agripper. OK, 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 Oui. OK, c'est un terme anglais. OK, je Mais il a comprends. été Ça, traduit par la niaque ou la pugnacité. Je ouais, ça, trouvais je me que. souviens que tu as dit ça, ouais. Mais je Hum. me demandais si ça référait. Mais OK. j'aurais une Alors voilà, question à votre question. oui, ah, oui, Est-ce que vas-y. vous auriez interrogé plus des étudiants de première année qui ont fait de la suppléance durant cette même année-là? Ben, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais OK. je pense que la question pourrait se poser si les étudiants de quatrième année sont euh, uniquement ceux qui pourraient t'apporter des réponses intéressantes ou si un échantillon diversifié pourrait pas amener aussi des... Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Mhm. Ça va être à toi et ton comité de... Parce que dans mon guide d'entretien, là, j'ai plein de questions justement sur quel événement t'a fait sentir ça, OK, quelle OK, personne t'a soutenu, sur la OK. persévérance, le bien-être, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as eu vraiment des émotions positives? Donc, je reviens avec mes facteurs internes, externes et les concepts de Seligman dans mon entretien. Je ne les ai pas toutes mis dans ma présentation, mais là, je me questionne, est-ce que je pourrais avoir, plutôt que d'avoir un échantillon seulement d'étudiantes qui ont 90 crédits, prendre aussi des personnes qui ont moins de crédits, mais
je me questionne. Je vais Ouais, regarder je ça. pense que ça C'est à pourrait être l'infini comme un questionnement, bon mais oui. questionnement. Mais c'est Mhm. intéressant, merci. Avec plaisir. Oui. Merci pour les questions et les pistes aussi qui ont été fournies Mhm. au passage. Je vais laisser la parole à Madame Catherine Hémon. Bonjour, hey, mais bravo pour la présentation, c'était vraiment fascinant. Moi, je suis pas du monde d'éducation, donc d'écouter ça, je trouve ça vraiment le fun. En fait, je me demandais deux choses. Premièrement, le grit. Chez Doc First, il y a beaucoup de controverses sur la façon qu'elle est allée chercher les données. Donc, je Mhm. me demandais comment tu allais adresser ça. Euh, Fait que c'est pour cette partie-là. La deuxième partie, en fait, j'ai plein de questions quand tu parlais des étudiantes qui arrivaient. Est-ce que tu as vu un sentiment comme d'injustice, justement, entre des stages qui sont non rémunérés, contrairement à une personne qui est qualifiée, qui est non qualifiée, qui, elle, va avoir une rémunération? Oui, Je me des fois, c'est une demandais. personne non qualifiée qui fait la suppléance avec une stagiaire qualifiée. Euh, Attendez. OK. Est-ce que j'ai vu de l'injustice? Moi, je trouve que l'injustice, c'est plus que les personnes de la construction sont payées 750 $ par semaine pour être formées. Euh, mais bon, oui, je pense qu'il y a de l'injustice que les métiers de femmes, les stages de femmes ne soient pas rémunérés. Présentement, il y a une grève pour que les stages rémunérés à l'UQAR et ils ont fait le vote de grève pendant que les étudiantes de première année et de troisième année sont en stage. Donc, ils ne Hmm, pouvaient pas aller voter. C'est compliqué. C'est dommage aussi qu'il y ait de l'argent mis pour d'autres corps de métier, puis pas pour l'enseignement, surtout qu'on est en pénurie. Alors, est-ce que je sens que mes étudiantes trouvent ça difficile? C'est comme si c'est un acquis un peu. Tu t'en vas à l'université, tu fais 4 ans, tu n'es pas payé. OK. Est-ce que je pense que les vieilles comme moi, qui se fait 25 ans, se sont assez battues pour que les jeunes des stages payés, non. Mais là, on n'est plus dans le cadre du mémoire, mais plus dans un cadre personnel. Je pense que j'ai donné beaucoup d'heures, beaucoup de bénévolat en enseignement sans me soucier assez des prochaines qui s'en venaient. Dans le fond, on a rendu ça comme la norme. Hmm, Et c'est quelque chose que maintenant, moi, là, je suis superviseur de stage et je leur parle beaucoup de la passion obsessive et harmonieuse, de garder un équilibre. Ça se peut qu'on soit fatigué puis qu'à 3 heures, on aille faire une sieste avant de continuer. Là, on a le droit à la fin de semaine d'avoir une vie sociale et personnelle, même si on est dans un stage en enseignement, si on veut durer 35 ans. mhm. Ah, Mm. fascinant. Puis, une petite dernière question. Je me demandais s'il y a des statistiques qui existent sur justement les étudiantes qui ne complètent pas leur formation, mais est-ce qu'il y en a qui vont rester pareil dans le contexte d'éducation parce qu'ils sont en pénurie, parce qu'ils peuvent avoir un emploi payé? Je ne sais pas Sont si... jamais, qui seront jamais formés, qui seront jamais Hmm, qualifiés. ouais. Probablement, mais c'est pas très avantageux pour quelqu'un de ne pas avoir de brevet d'enseignement, à moins qu'on veuille juste faire de la suppléance, parce qu'on peut pas vraiment avoir de permanence de poste. On peut avoir des petits contrats, mais on peut pas avoir un poste en enseignement. Je pense on peut même pas tant être sur la liste tant qu'on n'a pas le brevet. Donc, c'est comme ça. Puis aussi, on n'a pas le même salaire dans les échelons, là. Fait que, je sais pas. Je sais pas. Merci. Il va y avoir la maîtrise qualifiante aussi maintenant. La Mhm. maîtrise qualifiante s'adresse surtout à ceux qui ont un bac dans un autre domaine connexe et qui vont pouvoir avoir des cours sur la pédagogie avant d'entrer en enseignement. Mais pour ça, il faut avoir un contrat à 40% dans une commission scolaire et il y a plein de critères. Donc, là, c'est pas nécessairement facilité pour l'instant, le processus. Merci. Merci pour ces questions et les réponses. J'aimerais savoir, moi, du côté des critères de sélection pour inclure les participantes à l'étude. Vous avez mentionné que la passion était un critère parce que vous avez demandé, bon, à ce que les participantes soient des passionnés. Est-ce que vous avez également d'autres critères qui ont été inclus pour, ben, on a parlé du 90 crédits, là, mais outre la passion, est-ce qu'il y en a d'autres, des critères qui peuvent, selon vous, avoir une influence sur le potentiel de poursuite dans les études qui aurait pu être inclus aussi dans les critères d'inclusion à l'étude?
Oui, j'ai coupé un peu ma présentation là, parce que c'était 20 minutes au lieu de 30 dans mon séminaire avec Geneviève Thériault. Mais en fait, j'ai fait un sondage qui posait des questions sur justement la persévérance, la passion, l'optimisme et le désir de poursuivre dans la formation. C'était un questionnaire en ligne sur Lime Survey. Et ensuite, il y avait l'échelle du GRIT qui pose 10 questions sur la persévérance et la passion. Donc, moi, après ça, j'ai fait avec un logiciel, j'ai rentré les données et ça me permettait d'avoir ceux qui s'autoproclamaient le plus passionnés et persévérants. C'est sur autoproclamation, mais quand même, ça me permettait de faire ressortir ceux qui, dans différentes situations, disaient qu'elle allait toujours terminer qu'est-ce qui commençait, il pouvait rester longtemps sur un même sujet parce que pour Duckworth, l'idée de la passion, c'est pas seulement être passionné, mais c'est surtout d'avoir un sujet qui nous intéresse et le maintenir dans le temps. Donc Merci. oui, il y a d'autres critères. Il y a aussi d'avoir fait de la suppléance dès le début de la formation, évidemment. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Tremblay. Merci. Je voulais savoir, bien, au départ, merci, puis belle présentation, j'en ai appris beaucoup. Je voulais savoir, quand vous dites, par exemple, justement, vous étiez passionné et puis que je pense qu'il y avait une diapositive qui parlait, là, vous savez, d'harmonie, hein? Il y Oui, avait comme l'harmonie harmonieuse et obsessive. voilà. Je me demandais si vous aviez fait comme une relation avec des théories, par exemple, de l'autodétermination de Deci and Ryan, par exemple. Parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à la motivation intrinsèque. Quand on commence à faire une maîtrise, on a des idées grandes comme ça, là, ben, en tout cas, plus grandes que mes bras. Il y a la motivation, évidemment, il y a le sentiment d'efficacité personnelle. Il y a plusieurs thèmes. J'avais envie de toutes les prendre, mais on m'a dit que je devais faire des deuils. On et la personne qui rit présentement, Nathalie Gagnon. J'avais Euh, j'avais une autre question. oui, Euh, c'est des participantes, hein? Vous avez à peu oui. près 4 à 5 participantes. Mais ça, est-ce que c'est parce qu'il y a très peu de garçons tu sais, au niveau de la parité, là, pourquoi est-ce que c'est simplement des Euh, participants? D'abord parce qu'il y a 85 je crois, d'étudiantes et plus, là, je pense que c'est même plus que 85 qui sont des étudiantes. Deuxième raison, c'est que j'ai fait mon sondage que j'ai publié et seulement des femmes m'ont répondu. Donc, j'ai décidé de mettre mon projet au féminin comme les maîtres associés. Quand je vais voir des enseignantes associées, c'est presque juste des femmes. Mes stagiaires, j'en ai 10, c'est seulement des femmes. Donc, j'ai fait un choix éditorial de mettre ça au féminin. Merci. Merci beaucoup. Et je pense qu'il nous reste du temps pour une dernière question. Je vois qu'il y a une main levée de la part de Madame Tremblay-Paradis. Oui, merci. C'était vraiment, vraiment intéressant. Très chouette présentation. Merci. Je suis étudiante, moi aussi, à la maîtrise. Puis, j'ai aussi comme cadre conceptuel la psychologie positive sous l'angle des forces de caractère, là, fait qu'un peu différent. Mais je vivais moi-même des questionnements dernièrement, puis je voulais peut-être vous donner une petite proposition. Là, c'est juste que, Oui, justement, dernièrement, Nancy Goyette a développé un autre cadre que le PERMA, mais qui inclut tous les éléments du PERMA et le sentiment de compétence qui inclut d'ailleurs ce dont Mme Tremblay a parlé un peu plus tôt. Fait que je ne sais pas si ça pourrait peut-être être une avenue intéressante, là. Je l'ai comme découvert dernièrement, fait que je partage la bonne nouvelle, mais c'est ça, je pense que ça pourrait peut-être être une est-ce que c'est avenue. celui que le sens est dans le milieu et qui Ouais. a... oui, dans le fond, ça, c'est suite à sa recherche qu'elle a fait en 2014. Mais elle, Mhm, elle s'est intéressée à des enseignantes qui avaient beaucoup d'expérience. mhm, Et elle a fait sur les forces de caractère et sur le concept de PERMA.
Et quand elle a compilé ses résultats, elle a vu que c'était le sens, pour les enseignantes d'expérience, c'était le sens qui était le plus important. Puis après ça, elle a rattaché les autres. Mais si on lit vers la fin, là, elle donne des limites de sa recherche, puis d'autres recherches qui pourraient être intéressantes. C'est ça qu'elle dit, c'est que si c'était pas nécessairement des personnes d'expérience qui avaient répondu à son questionnaire, peut-être que ce serait pas les mêmes concepts là, qui auraient amené du bien-être en enseignement. Fait que je ne sais pas si pour une suppléante, ça va être les mêmes concepts qu'une enseignante d'expérience, et c'est ça qui a porté mon choix, là, juste sur Seligman au départ. Mais oui, j'hésite à mettre l'autre parce que c'est ça, mon cadre conceptuel, finalement, ben, si je mets le bien-être, puis après ça, j'amène justement là, la psychologie positive plus le grit de Duckworth, ça fait un gros cadre conceptuel, puis il faut savoir aussi que c'est une recherche qui est inductive, donc probablement qu'en ayant les réponses de mes participantes, ben, mon cadre va changer, donc va Je se comprends. modifier un Oui. peu. Très intéressant. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la présentation et merci à toutes les personnes qui ont été Oui, qui ont présentes posé des aujourd'hui pour questions. écouter, poser des questions. Je pense que Merci. c'est un sujet qui nous anime, qui nous habite. On avait encore le goût de continuer à poser plein de questions, donc c'est bon signe et bravo là, pour cette glace qui a été Merci. brisée. Merci Et pour vos pistes aussi. et puis, ben, pour la suite du séminaire, je vais laisser la parole en fait à ma collègue Madame Rabi pour présenter la prochaine participante. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, la deuxième étudiante qui va partager son projet, c'est Madame Joanne Tremblay, qui est étudiante au troisième cycle à l'UQAC. Elle est enseignante en éducation physique à la santé au Cégep de Saint-Félicien depuis 40 ans. Elle est doctorante et chargée de cours à l'UQAC. Je ne sais pas si c'est encore à jour, mais c'est ce que j'ai lu sur votre... j'imagine que c'est pas moins de 40 ans si ça l'était quand vous l'avez écrit. Alors, ensuite, elle est membre de plusieurs associations, dont la Fédération des éducateurs et éducatrices de physique du Québec. Alors, elle va nous présenter l'avancement de son travail de recherche qui s'intitule Les pratiques évaluatives en éducation physique et à la santé en contexte collégial, favorisant des changements de comportement autonomes chez les étudiants en matière de santé. Alors, Madame Tremblay, la parole est à vous. Si vous voulez afficher votre présentation, on va vous donner quelques minutes pour faire ça, pour s'assurer que tout démarre bien. Partager l'écran. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, eh bien, merci beaucoup de la belle présentation. En fait, oui, Madame j'enseigne. Tremblay, on ne voit pas encore votre PowerPoint, là. Je ne sais pas si vous l'avez affiché, mais juste pour vous dire que nous, on ne le voit pas de notre côté. Oh, Est-ce que vous avez partagé votre écran oui. dans le Zoom? Alors, je recommence, OK? Partager OK. l'écran. Ici, ici Voilà, là, c'est en train de se charger. et là. Ça sera Alors, pas je vais, long. je vais le reprendre. Oui. OK, maintenant, si vous voulez le mettre en mode diaporama, s'il vous plaît. Oui, Mode voilà, bon, on est prêt. Alors, on est mode prêt à vous écouter. diaporama, ce serait comme ça ici. Tout est beau pour l'instant, là. Je ne sais pas si vous êtes capable de changer les diapos de votre Tout est côté, beau. mais OK. oui, tout est beau pour l'instant. Moi, excusez. Oui, Bon, alors, merci beaucoup. Je vais oui, repartir mon chrono. oui, Excusez-moi. pas de souci. Alors, merci pour la présentation, Madame Roby. Alors, oui, je suis enseignante en éducation physique et à la santé au Cégep Saint-Félicien dans le même établissement depuis plus de 40 ans. OK? Alors, je suis aussi doctorante à l'UQAC sous la direction de Nicole Monet et de Brice Favier-Ambrosini. Je m'intéresse à l'évaluation des apprentissages dans un contexte d'approche par compétences. Je vais vous présenter aujourd'hui l'état d'avancement de mes travaux dans le cadre vraiment du DME 9001. Alors, c'est vraiment là au niveau là, un peu plus méthodologique que va porter justement ma présentation. Comme vous l'avez dit, j'ai un texte, comment je pourrais dire, un titre fleuve, les pratiques évaluatives en éducation physique et à la santé en contexte collégial,
favorisant des changements de comportement autonomes chez les étudiants en matière de santé. Alors, mon plan de présentation très simple, je vais vous faire une synthèse de la problématique, je vais vous présenter mes intentions de recherche, une synthèse du cadre conceptuel et je vais vous présenter l'opérationnalisation de la démarche méthodologique envisagée et nous conclurons la présentation. Alors, la problématique. Au départ, nous avons fait des constats et dans le contexte collégial, beaucoup de problèmes reliés à la sédentarité, à l'obésité, à l'omniprésence des écrans. Et la grande problématique, c'est vraiment la difficulté d'évaluer les bons objets, puisqu'en éducation physique, nous n'évaluons pas que des contenus, hein, et puis nous évaluons une compétence qui s'appelle l'éducation à la santé, qui est incluse dans une autre compétence qui s'appelle l'éducation physique et à la santé. Et c'est simplement depuis 2010 que nous avons l'inclusion de l'éducation à la santé dans nos cours. Les recommandations suggérées ne sont pas suivies. Nous avons des étudiants de plus en plus en piètre conditions physiques avec des mauvaises habitudes de vie qui ont un impact sur leur future vie d'adulte. La transition interordre est très, très marquée et importante au collégial. Beaucoup plus la transition secondaire collégiale est beaucoup plus problématique que la transition primaire secondaire. Probablement parce que les étudiants sont moins pris en charge, peut-être aussi parce que ils deviennent autonomes dans leurs choix et des choix vont avoir un effet souvent très, très négatif dans leurs projets futurs. Aussi, souvent, ce sont des étudiants comme nous au Cégep de Saint-Félicien, par exemple, qui proviennent de l'extérieur, qui viennent faire un programme comme la santé animale ou le milieu naturel, viennent de Montréal. Ils doivent gérer leur nutrition, doivent gérer justement le fait d'avoir un appartement et sont dans leur vie de jeune adulte. Et le temps, malheureusement, joue contre nous puisque une compétence se développe souvent à l'extérieur du gymnase, peut prendre beaucoup plus qu'une session ou une année pour justement être compétent en éducation physique et adopter un changement de comportement. Il faut savoir aussi que le programme d'éducation physique au collégial, qui est constitué de 3 ensembles, n'est pas toujours suivi, ce qui nuit aux démarches personnelles entreprises par l'étudiant. Ce sont des cours de 30 heures et ce sont les derniers cours obligatoires du système scolaire québécois. Alors, je vais vous présenter le programme d'éducation physique et à la santé au collégial. Hein? Alors, c'est la même chose dans tous les cégeps québécois. Dans l'ensemble 1, l'étudiant devra être compétent à la fin de son 30 heures et analyser la pratique de l'activité physique au regard des habitudes de vie favorisant la santé. Nous allons les voir tout à l'heure, les habitudes que nous privilégions. L'ensemble 2 est beaucoup plus pratique, c'est encore un 30 heures. L'étudiant devra améliorer l'efficacité lors de la pratique d'une activité physique à son choix. Alors, c'est vraiment par une démarche de progression. L'ensemble 3, quant à lui, on demande à l'étudiant de démontrer sa capacité à prendre en charge la pratique de l'activité physique dans une perspective de santé. Ce sont des cours de 30 heures. Nous voyons les étudiants une fois par semaine, 2 fois 50 minutes continues. Voici les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Elles sont proposées par la Société canadienne de physiologie de l'exercice, Participation, le Conference Board du Canada et le groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité. Il est recommandé pendant 24 heures, on demande à l'étudiant de faire des activités physiques. Alors, c'est bien 5 fois 30 minutes par semaine. Des activités pour renforcer les muscles, au moins 2 fois par semaine. Des activités physiques qui font appel à l'équilibre. Et maintenant, nous ajoutons des activités d'intensité légère, incluant des périodes en position debout.
Nous suggérons à l'étudiant d'avoir des heures et des heures de coucher et de lever très régulières. Et nous demandons aussi à l'étudiant de diminuer le temps d'écran. Et il est suggéré d'avoir pas plus que 3 heures de temps de loisir devant les écrans, toutes catégories confondues. Et naturellement, de se lever après une période d'écran qui est un peu plus longue. Alors, cela nous amène à notre question de recherche. Selon les enseignants, quelles pratiques évaluatives en EPS au collégial pourraient favoriser un changement de comportement autonome en matière de santé et de saines habitudes de vie chez les 18-25 ans, précisément? Et nous avons 2 objectifs de recherche qui sont de réaliser un portrait des pratiques évaluatives d'enseignants en EPS au collégial et un deuxième qui est de co-construire des pratiques évaluatives favorisant positivement le changement de comportement chez les étudiants dans un but d'autonomisation. Alors voilà une synthèse de mon cadre conceptuel. J'ai 2 concepts, un qui traite des pratiques évaluatives et l'autre des théories du changement de comportement. Qu'est-ce que c'est des pratiques évaluatives? Alors, Mottier-Lopez nous dit que ce sont des manières concrètes, plus ou moins formalisées de penser, d'agir, d'utiliser les outils, les procédures, les langages, les codes et normes et laisser des traces, des artefacts qui se rapportent à l'évaluation des apprentissages en contexte de développement de compétences. Une théorie du changement, on dit que le changement est défini par le fait de changer ou par le passage d'un état à un autre. Et Godin nous dit qu'il est synonyme de modification et de transformation. Donc, nous nous intéressons aux fonctions et aux démarches de l'évaluation des apprentissages. Et c'est de Kettel qui nous amène ces précieuses informations-là. Il y a 3 fonctions reliées à l'évaluation des apprentissages. Il y a 3 démarches. Il y a une fonction d'orientation pour préparer une nouvelle action. Il y a une fonction de régulation pour améliorer une action en cours. Il y a une fonction de certification pour certifier le résultat d'une action. Alors que les démarches sommatives vont permettre de donner note. Si nous sommes dans une démarche descriptive, nous allons identifier, décrire et nous allons peut-être utiliser justement des grilles à échelle descriptive. Et il y a la démarche herméneutique pour donner un sens. C'est elle qui va favoriser, par exemple, la métacognition. Alors, nous nous intéressons particulièrement au changement au changement de comportement. Donc, nous pensons que le changement pourrait s'opérer dans la fonction de régulation et à l'intérieur d'une démarche herméneutique. Pour ce faire, nous nous intéressons à la fonction de régulation des apprentissages dans laquelle il va y avoir de l'évaluation formative, de l'évaluation continue. Elle va permettre de réorienter l'apprentissage, permet le réajustement et nous favorisons toutes les évaluations en contexte authentique, l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, la co-évaluation avec son enseignante, les grilles à échelle descriptive, le portfolio. Alors, nous, en fonction d'approche par compétence, là, nous nous intéressons particulièrement à la fonction de régulation, mais aussi à la démarche herméneutique parce que nous voulons amener l'étudiant à être plus réflexif, à faire de la métacognition et on pense que s'il réfléchit à son processus et à son changement, il pourra avoir justement des effets durables de son changement. Au niveau des théories, il existe différentes théories de changement de comportement pour différents objectifs. Il y a des objectifs d'arrêter de fumer. Ça peut être un objectif, par exemple, de porter le condom. Ça peut être un objectif relié à une perte de poids, par exemple. Alors, j'ai répertorié les théories de prédiction. Les plus importantes, selon nous, ce sont celles que nous allons utiliser dans différents contextes, mais il est certain que notre recherche ne sera pas reliée à une seule théorie, à un seul modèle socio-cognitif. Il y a le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça fait référence à des stades de changement. Il y a la dynamique motivationnelle de Villot,
la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan, comme on disait tout à l'heure avec votre présentation, qui fait référence à la motivation intrinsèque et à la motivation extrinsèque. Le modèle COMBI, hein, C pour capability, O pour opportunity, M pour motivation, puis B, c'est le target behavior. Le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, le modèle des croyances sur la santé, celui de l'action raisonnée, théorie du comportement planifié, sont toutes très intéressantes et seront toutes très aidantes à un moment donné ou l'autre de notre parcours. Nous nous intéressons aussi aux stratégies d'intervention. Alors, Gadet propose 3 types de stratégies d'intervention. Alors, il y en a de sensibilisation. Ça, c'est vraiment du court terme, c'est vraiment théorique. Vous savez, c'est quand une journée, par exemple, vous recevez un pamphlet ou vous assistez à une conférence. C'est très, très court comme effet. Il y a les stratégies de mise en action. Alors ça bouge un peu plus. C'est plus moyen terme. Je vais vous donner comme par exemple le grand défi Pierre Lavoie. Et puisque c'est une capture d'écran, je vois bien qu'ici Pierre Lavoie, il y a une faute, excusez-moi. Et il y a les stratégies de développement de l'autonomie qui sont avec un effet de pérennité. Elles sont plus durables dans le temps. Elles sont à long terme. Et puis, il y a vraiment possibilité de modifier des habitudes là, si nous amenons le concept d'autonomisation. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse, cette troisième type de stratégie, quoiqu'il y a toujours un intérêt à les, comment je pourrais dire, à l'utiliser toutes les trois, mais nous visons l'autonomie. Et nous allons aussi nous servir d'une taxonomie élaborée par Michi et al. Ce sont 93 techniques regroupées en 16 catégories qui sont regroupées à l'aide d'un consensus international. Elles sont associées aux fonctions d'intervention et tout le monde, par exemple, connaît l'acronyme SMART pour un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Et nous, dans l'ensemble 2 et dans tous nos ensembles, nous procédons par des objectifs SMART dans chacune des sphères de la vie de l'étudiant. Maintenant, bien, c'est le gros, hein, la présentation de l'opérationnalisation de la démarche méthodologique envisagée. Je vais vous faire un petit exposé critique des recherches, une petite faute là, de PS sur les pratiques évaluatives et la théorie de changement de comportement. Je m'excuse pour la qualité, alors je vais quand même vous les expliquer. Bradet et Cabot ont fait une étude quasi expérimentale, hein. Alors, ils sont dans le post-positivisme. C'est quand même assez intéressant. Les forces d'une étude quasi expérimentale, c'est qu'on peut permettre de comparer des tests d'hypothèse. Ça limite les biais potentiels s'il y a des bonnes précautions qui sont prises pour contrôler certaines variables confondantes. Il y a des limites, hein, c'est que le contexte de la recherche peut limiter la généralisabilité des résultats. Et Bradet et Cabot, quoique leur étude s'est faite dans le 3e cours d'EPS au collégial, a eu lieu malheureusement dans le contexte pandémique. Et finalement, n'est que dans le 3e cours, alors que nous nous intéressons aux 3 ensembles. Ranzen, lui, a fait une recherche-action. C'est très intéressant. C'était une belle recherche participative. Naturellement, il a questionné 50 étudiants. C'est un questionnaire composé de questions ouvertes. Ce qui est intéressant dans l'ENZEL, c'est que la recherche-action permet de travailler avec les enseignants et non sur les enseignants. Il y a une limite, c'est que les formations auto-rapportées par les étudiants ne permettent pas justement d'avoir des résultats d'observation extérieure. Et Lenzen, quoique sa recherche était très intéressante, a duré 2 ans. Et nous, bien, en contexte collégial, vous savez, nous avons une année qui est divisée en 2 sessions. Bezo, quant à lui, a fait une recherche action-formation. Et puis, il est dans un paradigme pragmatico-interprétatif. Il a fait des entretiens individuels. C'était au primaire.
Nous sommes au collégial. C'est intéressant. Une RAF, ça permet une transformation durable des pratiques et des modes de fonctionnement des individus qui s'y organisent. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, il avait 2 enseignantes et c'était au primaire, alors que nous nous intéressons au collégial avec un petit peu plus d'envergure dans la recherche. Et Lantillon, Kestner et Voisard, eux, ont fait une approche mixte. C'était une grande approche, mais malheureusement, il n'avait que 10 enseignants. Alors, nous pensons que le nombre d'enseignants interviewés pourrait être augmenté. Parce qu'on arrive vite à la saturation des données des données avec des données qualitatives et les échantillons de l'étude, naturellement, c'est une grande force puisque il avait quand même un échantillon assez large de 214 enseignants. Ce qui nous amène à notre posture épistémologique, nous serons dans le constructivisme parce que le réel est constitué d'interprétations qui se construisent grâce aux interactions. Nous voulons co-construire les problèmes avec les acteurs. Et finalement, La Rochelle et Bernard dit que ça contribue à la compréhension de la formation des connaissances par l'enseignant en matière d'évaluation et à l'élaboration de situations didactiques susceptibles de favoriser leur évolution. Et maintenant, mon type de recherche sera la recherche action-formation, la RAF. Pourquoi? Parce que les savoirs produits et destinés à la communauté scientifique sont plus diversifiés que ceux produits dans une recherche traditionnelle. Et il y a la triple finalité qui est très intéressante. Il y a un pôle action, un pôle formation et un pôle recherche. Finalement, je vais avoir recours à des méthodes de collecte de données, sondage, séance de développement, prise de notes de terrain, observation directe et participante. Le sondage sera structuré à partir du cadre conceptuel, donc les pratiques évaluatives et les théories de changement. Pour le codev, ça va se faire à distance, durée de 90 minutes, pas espacer plus d'1 mois. Il y en aura autant qu'il y aura de membres au sein du groupe et les notes permettront de consigner des notes théoriques, descriptives et méthodologiques. Et le codev, pourquoi? Bien, parce que c'est une très belle méthode de formation et d'apprentissage. Ça s'appuie sur une démarche structurée avec un petit groupe et ça permet de très, très belles interactions et ça permet de réfléchir sur sa pratique et on apprend à s'entraider par justement le groupe de codev. Et ce qu'on veut, nous autres, c'est d'apprendre à être plus efficace en trouvant de nouvelles façons de penser, de ressentir et d'agir dans la pratique. Nous voulons consolider l'identité professionnelle en comparant la pratique professionnelle à celle des autres. J'ai un processus en 6 étapes. Les 90 minutes seront très, très bien réparties. Mes participants, ce sont des étudiants des enseignants du collégial qui proviennent de 48 cégeps. Je vais demander à la direction des études de les contacter. Pour mon codev, 8 enseignants, j'essaie d'avoir une parité, moitié homme, moitié femme, plus de 5 ans d'expérience qui enseignent dans les 3 ensembles. Mes modalités d'analyse se font par traitement sémantique et traitement statistique. Hein, tout le monde connaît le logiciel NVivo. J'aurai vraiment recours à l'analyse de catégories conceptualisantes selon Payet et Mucchielli pour avoir finalement une interprétation et une référence résultat. Je ferai une demande de certification éthique, bien entendu, et les enjeux seront pris en considération, tout ce qui concerne le consentement éclairé, le droit au retrait, confidentialité, anonymat et la méthode de conservation des données. Ce que j'espère dans cette recherche, c'est justement d'offrir de la formation continue de qualité, faire avancer les connaissances, produire des connaissances nouvelles au collégial. Finalement, les retombées positives sont d'avoir une connexion entre les chercheurs, amener un regard critique sur la pratique enseignante, offrir encore une fois de la formation continue et vraiment amener des productions de connaissances scientifiques nouvelles qui portent sur les pratiques évaluatives en éducation à la santé au collégial. Bien entendu, toute bonne méthodologie a des limites. Je devrais tenir compte des contraintes de temps inévitables, des éventuelles distorsions dues à la présence d'une équipe de recherche.
La petite taille, hein, puisque ma population recrutée sera de 8 enseignants. Et naturellement, Van der Maren dit que souvent, les interventions menées dans le cadre d'une RAF tournent court et souvent ne produisent pas les résultats stables escomptés. Et c'est expliqué par la résistance au changement des participants. Finalement, bien, les situations et les problématiques changeantes, diversifiées et inusitées auxquelles font face régulièrement les enseignants de PS au collégial nous poussent à créer des opportunités nouvelles, à co-construire et à reconstruire les savoirs. Et cela nous permettra de croire que nous avons le contexte idéal pour mener une RAF en éducation. Enfin, nous espérons que cette recherche serve à identifier des pistes de solutions par rapport à l'objet de recherche en formation initiale et continue à l'échelle de la province. Je vous remercie pour votre écoute et naturellement, j'ai des références en appui à ma présentation. Merci beaucoup, Madame Tremblay, pour votre présentation. Un sujet certainement d'actualité avec la sédentarité et les écrans omniprésents dans nos vies, pas juste dans la vie des étudiants au collégial, mais dans nos vies aussi. Alors, je vois que, je ne sais pas si vous êtes prête pour répondre à quelques petites questions. Oui, alors, je vois que Madame Lessard, vous avez une question, alors je vous laisse la parole. Félicitations pour votre présentation. On a eu droit à une deuxième présentation très intéressante. Merci, merci beaucoup. En fait, j'avais une question en lien avec la problématique qui est dépeinte et la méthodologie. En fait, lorsque vous avez présenté la problématique, on parlait beaucoup de la sédentarité chez les étudiants, donc du collégial. Et en fait, on se dirige vers une recherche-action, mais auprès d'enseignantes. Et là, je me suis posé la question, mais on veut documenter la question auprès d'étudiants et développer leur autonomisation. Donc, moi, quand la question de recherche-action a été introduite, je ne sais pas pourquoi, je m'étais imaginé que ça aurait eu du sens de le faire auprès d'étudiants du collégial, de dire, bon, ben, on va contribuer à notre autonomisation, on va faire des observations avec des étudiants. Et là, finalement, c'était avec des enseignants. Donc là, je me demandais, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes tourné vers les enseignants plutôt que vers les étudiants du collégial pour co-construire, dans le fond, ces connaissances là, que vous voulez mettre en place pour favoriser l'autonomisation là, des changements de comportement? Voilà, c'était ma question. Oui, bien, c'est une très bonne question. Et puis, je vois que il me manque un petit peu le lien. Le lien, il est très implicite pour moi, mais là, je vois bien qu'il n'est pas vraiment bien explicité pour vous. Donc, l'idée, là, c'est que nous ne savons pas comment évaluer le changement de comportement. L'idée, c'est que nous ne savons pas, les éducateurs physiques, comment évaluer l'éducation à la santé. Les étudiants, on constate qu'il y a énormément de, de mauvaises habitudes, OK? Ils sont sédentaires, ils utilisent l'écran. D'abord, en plus de ça, il y a beaucoup d'absentéisme et tout. Mais c'est que, dans le fond, on pense que peut-être que les pratiques évaluatives ne sont pas contextualisantes, intégratrices, conceptualisantes, bien, euh, comment je pourrais dire, euh, les pratiques évaluatives présentement manquent de cohérence avec les objets attendus. Il y a encore beaucoup de pratiques évaluatives en éducation physique qui évaluent un résultat dans un sport. Et nous, on veut évaluer le changement de comportement. Mais quand je suis à mon étude doctorale, il faudrait que j'évalue le changement de comportement si je voulais inclure les étudiants. Donc là, présentement, j'ai dit, on va simplement se concentrer, et ça sera mon étude post-doc. Et là, je vais aller vérifier l'intervention, par exemple. Lorsque ça sera peut-être une étude mixte et je vérifierai peut-être l'intervention après avoir justement
essayer nos nouvelles pratiques. Là, pour l'instant, je veux simplement qu'on construise un référentiel de bonnes pratiques. Je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, oui, ça m'a permis de mieux comprendre que c'est vraiment les pratiques évaluatives du changement de comportement qu'on veut documenter, donc travailler avec des enseignants pour se faire dans un premier temps. Donc, moi, ça m'a permis de mieux comprendre cet aspect de l'arrimage entre les deux. Oui, exactement. La première des choses, nous voulons savoir qu'est-ce qui se fait au collégial. OK? Est-ce que les enseignants utilisent encore des méthodes d'évaluation traditionnelles ou est-ce qu'ils sont vraiment dans des méthodes un peu plus innovantes? Et à partir de cela, comment on pourrait justement créer des pratiques qui seraient innovantes, mais qui permettraient d'évaluer le changement de comportement dans un but d'autonomisation. Merci beaucoup. Vas-y. Moi, j'ai encore une question s'il n'y a personne d'autre, là. Mais je vais laisser la place à d'autres s'il y en a peut-être qui ont des questions pour vous. Sinon, bon, je peux me lancer en attendant. Je n'ai pas vu d'autres mains levées. Quand vous avez présenté votre recension d'études menée en contexte là, d'éducation physique et à la santé, il y avait une étude de Bradette et Cabot en 2022. Et là, vous avez mentionné qu'une des limites, c'était qu'on ne pouvait pas généraliser les résultats. Et là, je me demandais, est-ce que c'était lié au contexte de la pandémie de l'étude ou plutôt à cause du design quasi expérimental de la recherche? En fait, bref, je voulais savoir d'où venait cette limite qui avait été identifiée par rapport à cette recherche-là. Ben, premièrement, justement, c'est que ils sont uniquement dans le troisième ensemble. Alors, on ne peut pas généraliser des résultats du troisième ensemble aux trois ensembles. Alors que moi, je m'intéresse vraiment au programme complet, autant l'ensemble 1, 2 et 3. Et d'ailleurs, les enseignants recrutés devront avoir enseigné au moins dans les trois ensembles. Merci. Et bon, Est-ce j'ai encore une que- question, là, mais j'ai assez parlé. Peut-être que d'autres vont vouloir parler. Puis si vraiment personne n'a d'autres questions, je me lancerai plus tard. Je dis souvent à mes étudiants, écoutez, avez-vous des questions? C'est soit que c'est tellement mêlé que vous ne savez pas par où commencer, c'est peut-être pour ça là aussi que vous n'êtes pas capable de me poser une question. Ou le sujet, est-ce que le sujet en éducation physique, c'est plus nouveau pour vous? Ou je pense que l'éducation physique, c'est vraiment un contexte très particulier, enseigner l'éducation physique au collégial. On Et va puis les peut-être autres, laisser Madame Turcotte poser une question, puis moi j'en aurais aussi, là, j'en ai noté sur ma petite feuille. Je pense pas que c'est ni un sujet trop complexe, ni trop mêlé, mais je pense qu'il faut laisser la chance aux gens. Fait que Madame Turcotte, si vous avez une réponse, une Ben, moi, question plutôt, je vais oui, c'est aller. plus un commentaire. Moi, je suis au primaire, là. Je suis pas au collégial, mais je déplore le fait qu'on évalue encore avec des notes au primaire. Je pense que tout enfant qui sort du primaire devrait avoir la certitude qu'il y a au moins un sport qui est fait pour lui. Pas nécessairement qui est fait pour lui parce qu'il est bon pour le pratiquer, mais parce que ça lui fait du bien de le pratiquer. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants qui sortent du primaire en se disant, mais moi, je suis pas bon en éducation physique, alors qu'on ne peut pas être bon. On peut pas être bon, mais on ne peut pas pratiquer de sport dans une vie si on veut être en santé. C'est ça, je trouve que ça devrait être succès ou échec là, dès le primaire pour dire, ben, t'as bougé, t'as été capable de sentir à l'intérieur de toi que ça t'apportait du bien-être de faire de l'éducation physique. Donc, je trouve que c'est un sujet important parce que c'est ça. Moi, on m'a dit que je n'étais pas sportive presque toute ma vie jusqu'à temps que je découvre des sports de contemplation comme le ski de fond, la raquette, la marche, la randonnée, le kayak. Alors, je suis une sportive qui n'aime pas la compétition et je trouve que c'est important justement d'amener ce changement-là, que ce soit au primaire ou au cégep. est-ce que je peux répondre? J'ai le temps de répondre? Ben, tout à fait. Est-ce que vous savez, Geneviève, que les enseignants à l'élémentaire, au primaire, évaluent encore si il a ses espadrilles et s'il a ses vêtements d'éducation physique? C'est ça qu'on évalue à l'élémentaire, au primaire. Alors, les objets d'évaluation,
sont mal ciblés. C'est, c'est la problématique que l'on vit. Et au collégial, moi, j'essaie de me départir de ça. Et depuis qu'on a l'inclusion de l'éducation à la santé, il faut évaluer autrement. Merci. Merci. Je me permettrai de vous poser une question si je peux. Je vous amènerai, indépendamment de la problématique puis du cadre qui a été présenté, je vous amènerai au niveau de la recherche, action, formation qui m'intéresse particulièrement. J'en ai fait quelques-unes dans ma carrière. J'ai compris que ce serait des rencontres de 90 minutes, si je ne me trompe pas, en ligne, si j'ai bien compris. Et j'aurais aimé comprendre comment vous allez vous y prendre. J'ai compris qu'il y avait 8 participants, ce qui me semblait un nombre intéressant. Dans la recherche-action-formation, pour moi, il y a un cycle où on va aller se promener entre la prise de données pour la recherche, l'expérimentation en contexte de cours d'éducation physique, et puis la formation où on va apporter des éléments comme chercheur, des éléments théoriques ou une co-formation entre personnes qui participent à la recherche-action. Alors, j'aurais aimé que vous me parliez un peu de ces aspects-là, comment vous envisagez que ça peut se passer concrètement, ce cycle, si c'est celui que vous adoptez. Bien, premièrement, vous savez, moi, je suis dans une posture euh, constructiviste. Ma méthodologie, c'est une recherche, action, formation, et ma méthode de collecte de données sera le CODEV, le co-développement professionnel. Alors, au lieu de faire des entrevues individuelles, je préfère les entrevues, comment je pourrais dire, donc, les séances de développement pour justement construire ensemble et apprendre un de l'autre. Et pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est de faire une première partie avec un sondage à plus grande échelle pour connaître qu'est-ce qui se fait, naturellement, des questions ouvertes pour aller sur le terrain, mais pour l'histoire du référentiel et de co-construction, ça va se faire à petite échelle. Et non, je n'ai pas prévu aller faire des allers-retours et faire justement un cycle et un peu comme une spirale, là, aller expérimenter. Ça va se passer dans les séances CODEV présentement. Oui, mais ces séances de co-développement-là, pour moi, parce que je veux dire, dans une recherche, action, formation, on a des rencontres ensemble avec les chercheurs, les assistants de recherche, les participants, et puis on fait du co-développement. Alors, c'est ce que j'aurais aimé entendre, ces séances de co-développement-là, comment ça va se passer, comment vous envisagez ça? Est-ce que je peux vous montrer une diapo? Ben, oui, je pense qu'on a encore le Oui. temps. OK. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer comme cela. En tout cas, c'est ce qui est envisagé. C'est que nous allons... est-ce que c'est disparu? Allô? Oui, c'est disparu. On ne voit plus rien, Madame Tremblay. Ah, pourtant. Euh, en fait, je vais procéder par les 6 étapes proposées par Paillé et Champagne. Et nous allons, à tour de rôle, à chaque séance, il y a un participant qui va présenter son problème, par exemple. Est-ce que vous voyez ici? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Si vous le mettez en mode plein écran, pas plein écran, mais diaporama, là, on va mieux voir, mais on voit quand même, c'est correct, on voit quand même. Ben, c'est donc bien drôle. Je vois même pas moi-même ce qui est écrit parce que je le vois même pas. Alors, je vais arrêter le partage ici
Et puis, tout simplement, ce qui est important de savoir, c'est que moi, ce que j'envisage, c'est justement à chaque séance, ça va être de la consultation, puis ça va être du co-développement, donc on va s'entraider. Il va y avoir l'exposé, tu sais, le participant il va commencer par exposer son sujet de consultation, son problème, sa situation qu'il vit. Ensuite de ça, il va y avoir du questionnement des consultants pour mieux comprendre le sujet qu'il nous a abordé, exposé. Lui, le participant va devoir amener des précisions et reformuler la lecture là, de son sujet grâce à nos interventions. Il va avoir un partage d'idées, de bonnes pratiques, puis finalement, ben, le participant va nous présenter un plan d'action et on va conclure avec tous les apprentissages qui ont été réalisés autant pour les participants, l'enseignant, et moi, je suis au même niveau que les autres participants dans cette recherche. Est-ce que à chaque séance, il va y avoir un seul participant qui va présenter ou Non, tous non, les participants vont présenter? j'ai 8 séances, j'ai 8 participants et à tour de rôle, chacun devient le participant qui nous expose son problème. OK, très bien. Je n'avais pas tout à fait saisi toute Non, la démarche. je m'excuse. Je m'excuse, elle était là, mais quand j'ai vu le temps filer, c'est très Ah. malhabile de ma part, excusez. Non, non, mais pas de souci. On est là ensemble pour comprendre le sujet, pour discuter. Alors, je pense que ce partage de pratiques, c'est toujours intéressant. Puis je me demande si j'imagine que les participants vont être invités à réexpérimenter une évaluation qui va mener au fur et à mesure à encourager les comportements d'autonomie. Mais je comprends mieux comment vous allez procéder. Oui, c'est Merci. exactement ce qui est envisagé et ce que nous espérons. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi... Il nous reste un maximum 4 minutes. Est-ce qu'il y aurait une petite question rapide où on félicite Mme Tremblay d'emblée? Oui? Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour vos réponses. Merci à toutes les étudiants et étudiantes. J'imagine, Hélène, tu vas peut-être faire la fermeture de la séance. Je ne sais pas où tu... Oui, tout à fait. Merci, Parfait. Carole. Alors, ben, merci à toutes pour votre participation, à Mme Turcotte, Mme Tremblay. Merci pour vos présentations qui étaient fort intéressantes, à nos professeurs qui ont animé cette période, ce séminaire étudiant-là et aux personnes qui ont assisté. Alors, je vous invite à être à l'affût. Il y aura un prochain séminaire en avril. Vous serez les bienvenus d'y assister. Bonne fin de journée à toutes. Hey, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.